bien commencer cette émission. Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir quelqu'un qu'on aime beaucoup. Olivier Bourdépès, directeur de la cave de Plémont. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Alors un mot sur votre parcours. Vous avez pas mal bourlingué en France et hors de nos frontières avant de poser vos valoches dans le sud-ouest en 2012. Racontez-nous. Ouais, je suis né dans le sud-ouest quand même, donc j'ai commencé par là. Et puis effectivement, après j'ai eu l'occasion de faire mes études sur Toulouse, ingénieur, énologue, et puis partir sur Bordeaux, faire mes classes. C'est quand même une grande région, ouais. Une grande école, on le dit plus assez. J'ai travaillé à Tutiac pendant longtemps. Je suis un amoureux de la coopération. Tutiac, c'est où, Hélène Pio, Tutiac, par rapport à New York et Pékin là? Eh bien, écoutez, c'est plus près de Toulouse. Oui. Ça vous situe? Nord-Gironde. Et ensuite, ouais. Olivier? Et ensuite, quelques expériences en Uruguay. Je me suis un petit peu promené pour revenir à mes amours premières. David Cobol, l'Uruguay et le vin. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme cépage déjà en Uruguay là? C'est pour là, il y a un lien avec l'histoire d'Olivier, puisque le cépage principal en Uruguay, c'est le Tanat, qui est aussi le cépage de Madiran et de Saint-Mand et de Iruligué, trois appellations du sud-ouest où le Tanat a sa genèse, a eu sa genèse. Absolument, une vraie personnalité. Alors un mot sur l'historique et la réalité économique de cette cave de Plémont. La réalité économique, c'est une cave emblématique dans la Gascogne et dans le Piémont pyrénéen, puisque nous travaillons exclusivement des vins d'appellation, donc beaucoup de côtes de Gascogne, environ 2/3 de la production de nos vins. Et puis une appellation emblématique que nous maîtrisons quasiment, qui s'appelle l'appellation d'origine contrôlée Saint-Mond. Ensuite, Madiran et Pacherinck. Et puis tout récemment, un tout petit peu de Jurançon. Donc ça fait qu'on s'installe un tout petit peu sur ce Piémont pyrénéen. Vous avez une palette très large. Très large. Enfin, vraiment spécialiste de cette zone en tout cas. On est passionné par les cépages autochtones, on va en parler, et par ce territoire et ce climat si particulier. Vous aimez, Hélène Pio, ces vins de cette belle région? Je les aime pour leur originalité justement, parce qu'on va en parler effectivement. Il y a plein de cépages qu'on trouve pas ou peu ailleurs. Et puis il y a un travail extraordinaire qui est fait pour remonter à la surface et sauver justement 2 pieds ici, 3 pieds là. Et moi je trouve ça génial, ce boulot d'archéologue. On reçoit aujourd'hui l'Indiana Jones des cépages. Oui, d'ailleurs il a le chapeau de Indy. Presque. Le chapeau d'Indy version française quand même. Oui, bon, pour nos auditeurs il s'agit d'un béret, forcément. Oui. Mais et puis il n'a pas le chien non plus. En tout cas, effectivement, magnifique réussite que celle de Plémont, qui est passée en 40 ans de vin du sud-ouest qui était quand même assez méprisé dans les années 70-80 à effectivement le leader du secteur, avec des vins qu'on trouve sur toutes sortes de tables, des bistrots, des étoilés, on vous retrouve partout. Et puis effectivement voilà, des cépages sur lesquels vous vous penchez tous les jours. Donc, alors lesquels, Olivier? Il faut nous en parler de ce conservatoire. La biodiversité, vous savez, elle a ceci de magique, c'est que ça marche pour tout. Qu'on a dans le vin, trop perdu, comme dans beaucoup de domaines, en termes de biodiversité, en imaginant que la solution d'un jour était une solution éternelle, et donc en éliminant les solutions qui étaient à côté de celle-là. Et puis on voit que le monde, il évolue, il bouge, que le cépage, c'est un formidable outil pour mettre en valeur un endroit à un moment donné, mais qu'on oublie que ce moment, il va changer. Et 10 ans après, 20 ans après, 50 ans après, les outils pour mettre en valeur un endroit, ils ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, on a 2 voies. Une voie qui consiste, par la technologie, à essayer de contrecarrer un petit peu les problèmes qui nous arrivent au fur et à mesure si on ne renonce pas à ces choix. Soit on s'adapte. Et comme l'ont fait toujours nos vignerons, tout au long de leur histoire, ils n'avaient aucune autre voie. Et donc, ils adaptent les outils et les cépages qui leur permettent au mieux de mettre en valeur leur endroit. Et nous, on a une chance immense, Hélène le dit, c'est que nous avons, en termes de biodiversité, une richesse dans ce Piémont. Combien de cépages différents? Alors, c'est immense. Le sud-ouest, c'est à peu près 10% du vignoble français, 45% de la biodiversité française viticole. Donc on a vraiment un atout énorme là-dessus. Olivier, il faut qu'on parle d'un sujet qui est quand même délicat, parce que vous avez fait cet énorme travail de fond de retrouver les cépages oubliés, parfois des petites traces que vous avez replantées, que vous avez essayé en vinification. C'est la très longue durée pour les faire inscrire dans le registre officiel et donc les autoriser à une production commerciale. Est-ce que vous n'estimez pas que cette durée est beaucoup trop longue pour être dans la course pour l'adaptation climatique?
Oui, elle est plus longue que la technologie. Encore une fois, il y a toujours des réponses immédiates à un problème donné, mais qui nous font souvent sombrer dans un problème pire encore. Allez, pour bien comprendre, qu'est-ce qui se passe? Vous avez retrouvé des cépages qui n'étaient pas autorisés ou des cépages qui ont été abandonnés par des vignerons il y a 100 ans, il y a 150 ans, il y a 200 ans, des vignerons qui n'étaient pas fous. S'ils les ont abandonnés, c'est qu'ils n'étaient pas utiles à cette époque-là. Il y avait des raisons. Voilà, soit ils ne chargeaient pas en sucre et donc ils faisaient des vins naturellement très bas en alcool. Ça ne les intéressait pas à l'époque sous un climat plus frais. Aujourd'hui, évidemment, dans le contexte, c'est pas la même. Ça peut être des vins qui étaient plutôt sur l'aromatique, la gourmandise, là où les bergers pyrénéens avaient besoin plutôt de vins un peu puissants, un peu costauds pour aller au champ. Ouais. Et donc là, c'est plutôt l'attente sociétale du moment qui a évolué par rapport à celle d'aujourd'hui. Donc tout un tas de choses qui font que ces solutions du passé, eh bien aujourd'hui, en les réinventoriant comme ça. Alors pas toutes, je vous le dis, tout ce qui est vieux, passé, ancien n'est pas aujourd'hui prêt. Mais en tout cas, peu importe. Il y a peut-être là-dedans une résistance à une maladie qui apparaîtra en 100 ans, on n'a plus le droit de perdre de biodiversité. Je vais vous citer un chiffre. Un seul. Il y a, en 1950, avec 20 cépages, on avait à peu près 53% du vignoble français. Aujourd'hui, avec 20 cépages, nous avons 91% du vignoble en France. Ouais, c'est un vrai problème. La perte de biodiversité que nous avons acceptée. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a des modes, on veut du chardonnay, on met du chardonnay. Voilà, c'est un peu ça, la tendance. C'est des repères aussi, les cépages. On est rassuré d'avoir un Sauvignon blanc, d'avoir un Cabernet Sauvignon ou une Syrah. Facilité, très souvent. Oui, c'est des repères. Ouais. C'est des repères. Et c'est pas mal en plus, franchement. Évidemment, ce sont des grands cépages. À leur endroit. Rares sont les cépages qui sont merveilleux tout le temps et partout, sincèrement. Mais peu importe. Moi, j'ai fait mes études. On me citait l'exemple de la Nouvelle-Zélande qui, à l'époque, avait fait un choix, un cépage pour tout le pays, avec un clone de ce cépage. Sauvignon blanc. Sauvignon blanc et un seul clone de Sauvignon blanc. Au moins, c'est simple. Bon. C'est simple à comprendre. Oui. Ça a été merveilleux en termes de marketing, de puissance de feu. Mais aujourd'hui, les difficultés, l'obligation d'un certain nombre de vignerons à se réinventer, ils le trouvent sur d'autres réponses que celle-là. Après, effectivement, la question soulevée par David était intéressante. Le problème, c'est à quel moment est-ce que ces cépages-là qui sont pas rentrés dans les cahiers des charges dans les années 30, 40, au moment, 1936, etc., au moment où l'INAO a fait ses appellations, est-ce qu'on va pouvoir les réintégrer rapidement? Est-ce que vous avez besoin qu'ils soient réintégrés rapidement? S'ils le méritent. Plémont a un cas de réussite. Oui, voilà. Donc nous avons, je vais vous donner un exemple, nous avons un cépage qui s'appelle le Mansa Noir ou un autre qui s'appelle le Tardif, peut-être plus emblématique encore. Le Tardif, nous l'avons retrouvé dans une vieille parcelle préphylloxérique en 2001. Nous avons pu l'intégrer dans le catalogue des cépages autorisés en 2017. C'est une parution au journal officiel. 16 ans. L'INAO nous a demandé d'abord, dans un premier réflexe, de mettre 10 ans de plus avant d'imaginer l'intégrer dans un de nos cahiers d'appellation. Et là, ils viennent de revenir sur leur décision. C'est un peu aujourd'hui l'occasion de l'annoncer. En 2024, le Tardif rentre officiellement en cépage accessoire. Et ça, c'est formidable. C'est formidable. On nous disait trop, écoutez, si vous avez des problèmes, on vous désalcooliserez vos vins, ou on vous les autorisera à les acidifier, ou on vous autorisera sinon. On veut juste vivre en harmonie avec notre monde. La validation tardive du Tardif, c'est fini. Ça y est. David a raison, 25 ans, on nous parle de changements qui sont énormes, colossaux, les attentes sociétales qui bougent, le changement climatique. Dans la gamme, ça va de combien vos prix? Parce que c'est aussi un support à rapport qualité-prix quand même au vin. Évidemment, il y a tous les vins et tous les prix dans notre gamme. On trouve des vins de Plémont à un peu plus de 4 €. Oui. Et on va trouver quelques cuvées à 60-70 € sur les vignes préphylloxériques, des choses très pointues. Et si on passe dans la région, qui est quand même une belle région, vous connaissez bien David Cobold, est-ce qu'on peut s'arrêter? Évidemment. Foncez, c'est génial. Des gens sympas avec des bérets partout? Alors non seulement, évidemment, nos caves sont ouvertes et on peut les visiter, acheter quelques bouteilles dans nos caves, mais pas seulement. Aujourd'hui, nous travaillons le no-tourisme, donc nous prenons la main des gens, vous venez dans nos caves, on va vous amener visiter une parcelle de vignes préphylloxériques, on va vous amener visiter une vigne sauvage. Il y a un site internet peut-être, Olivier, pour y venir pendant ses vacances là. Plémont, avec un T. Avec un T, PLAIE. Allez-y, parce qu'il y a, la cave de Plémont est aussi partenaire de plein de festivals. Notamment Marcillac, Jazz de Marcillac. Il y a cet hôtel extraordinaire qui est le monastère de Plémont. Il y a plein de choses. Allez-y. Ils sont hyper sympas. Ils sont beaux. Ils sont beaux, ils sont sympas, ils aiment les taureaux. Et la région est belle. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Hélène et David.